Ok. Sorry, go. Salut Flo, Salut Chanou, comment tu vas? ça va et toi? En pleine forme, c'est la dernière de l'année, la dernière de 2020. Donc là, il faut qu'on finisse en beauté avec entre nous le huitième numéro, huitième. Donc ça fait 8 semaines, ça fait 2 mois qu'on tourne chez Nan quasiment. C'est un truc de fou et ça va continuer en C'est ouf. 2021. Donc avec encore C'est- plein de nouveaux sujets, de nouvelles discussions. Mais bon, on reste en 2020 et on va parler un petit peu de… alors là, c'est plus en termes de choix de sujets, pareil, grand écart. On va commencer par un sujet plutôt soft, mais qui, malgré tout, est important dans le sens où cette année 2020, comme on le sait tous, a été particulière en raison de 2 confinements et puis même d'un climat plutôt euh, anxiogène avec l'actualité et puis ce climat de défiance, de méfiance entre les personnes dues au virus. Et donc, on a tous vécu cette année différemment. Certains l'ont mieux supporté que d'autres. Et en parlant de ça, une étude a été faite auprès de plus de 2000, 3000 personnes adultes et parents sur comment ils ont ressenti le confinement et qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces confinements parce que ça a modifié pas mal de comportements. Notamment, alors, assez étonnant enfin, ça peut paraître assez étonnant, pardon, mais plus de 6 personnes sur 10 dans le sondage disent avoir ressenti plus de fatigue pendant cette crise que d'habitude. Donc, pour les personnes normalement n'ayant pas d'enfants dans l'étude, et ceux qui ont des enfants, ça s'élève à 7 personnes sur 10. Donc, bon, ça peut s'expliquer avec la gestion des cours, le télétravail, le fait de faire à manger, tout ce que on ne fait pas lorsqu'on est au travail. On n'aide pas les enfants à faire le devoir dans la journée. Donc, c'est vrai que ça peut y participer. Tout comme il y a eu un autre effet plutôt positif, c'est que plus de la moitié des sondés disent être désormais plus à l'écoute des autres depuis le premier confinement. Et certaines personnes souhaitent passer plus de temps avec leurs enfants ou du moins en passent un peu plus maintenant. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, et on en reparlera, ça a créé, je pense, des liens et ça a permis à certains parents de se rendre compte ou finalement de mieux apprécier l'évolution de son enfant en cours, à distance, mais en cours quand même. Euh, et finalement, le dernier grand point de cette étude, c'est une sorte de demande des parents. C'est en fait le seul point d'amélioration pendant ce confinement, enfin pour les prochains confinements, parce que malheureusement, il y en aura au moins un. C'est presque sûr, hein, on ne va pas en polémiquer, mais c'est presque sûr vu la tendance dans les autres pays. Mais s'il devait y avoir au moins un reconfinement, un nouveau confinement, les parents préconiseraient plus de ressources pédagogiques pour les enfants, pour qu'ils soient un peu plus autonomes ou que les enfants soient moins perdus, parce que le décrochage scolaire, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que ça a été un vrai problème lors de ces 2 confinements, de ces 2 périodes où les écoles ont été fermées, enfin la première période où les écoles ont été fermées avec les vacances. Enfin, les conséquences sont assez importantes. Et finalement, par rapport à ça, Shannon, moi j'aimerais savoir un peu toi, comment tu as ressenti déjà le premier confinement, qui était quand même un peu plus dur que le second, mais le second, tu l'as quand même aussi vécu et tu l'as ressenti assez fortement vu que tu étais toute seule chez toi. Mm. Ah non, mais clairement, c'est vrai que c'était vraiment différent. Bon, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. C'est vrai que le ressenti n'est pas du tout le même. En plus, le fait d'avoir dans la même année 2 confinements, c'est se sentir encore plus accablé, j'ai envie de dire, avec ce deuxième confinement. Après, les deux sont très différents. Les deux, limite, c'est vrai que j'ai vraiment ressenti le deuxième confinement parce que j'étais toute seule chez moi. Je voyais personne à part mes collègues, les élèves ou les usagers de la bibliothèque. Mais finalement, tout le monde sortait, moi-même je sortais pour aller travailler, donc c'est vrai que c'était vraiment pas la même chose. Et finalement, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est que le fait que premier confinement, on se soit tous retrouvés enfermés, parce que là vraiment, la France était morte, tout le monde était enfermé chez soi. Et du coup, parents et enfants, c'est-à-dire que même par exemple les parents qui sont très occupés euh, par leur travail et qui par exemple, je sais pas, passent 10 heures au travail tous les jours et puis qui voient à peine leurs enfants dans la journée, finalement ils se sont retrouvés avec eux, enfermés entre 4 murs, j'ai envie de dire, hein, même si la pièce peut être plus ou moins grande, hein, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, je trouverais très intéressant, enfin, je trouve très intéressant ce que tu as dit sur le fait que les parents se sentent plus proches de leurs enfants et en plus le fait qu'ils aient dû s'occuper de des devoirs, de ce qu'ils avaient à faire à distance.
d'être un peu leur prof par intérim, comme tu as dit, ça leur a permis de voir l'évolution de leur enfant et du coup de s'impliquer dans leur éducation, dans leur éducation scolaire, je veux dire, et ce qui n'est pas forcément obligatoire. Il y a beaucoup de parents qui, si l'enfant s'en sort bien, ils le laissent faire et puis voilà. Après, il y en a d'autres qui se sentent moins bien. Bon, les parents sont souvent sollicités, mais ça dépend après des parents, de la vision des choses, voilà. Et je trouve ça vraiment très intéressant ce que tu as dit par rapport à ça. Il y a aussi un autre point, c'est que, il y a aussi, du point de vue individuel, même pour toi, on a, je pense, appris pas mal de choses. Moi, il y a deux choses essentiellement que j'ai appris avec les confinements, ou du moins le premier confinement, parce que le deuxième, je l'ai vécu assez différemment, même si j'étais pas chez moi, c'était pas le même ressenti. En fait, le premier point, c'est que ça m'incite encore plus à prendre des nouvelles de mes proches. Déjà, je me souviens un peu plus de mes proches, de comment ils vont. Surtout que certains de mes amis étaient seuls chez eux et pendant 2-3 mois pour un confinement aussi rude que celui qu'on a vécu au printemps, c'est difficile. Ils ont besoin de soutien et je me dis que on n'a pas besoin d'attendre un confinement pour prendre des nouvelles de temps en temps. Ça prend 5 secondes, 10 secondes pour écrire un message et ça, je me rends vraiment compte. Et dans ces cas-là, dans ce contexte-là, il y a quand même d'autres priorités que par exemple le travail, le travail, le travail. Et il y a un autre point, bon là par contre c'est lié au travail, mais d'une façon secondaire, c'est que je suis quand même globalement bien organisé dans mon travail, mais il m'arrive de m'éparpiller. Avec les confinements, paradoxe de l'histoire, c'est que je travaillais plus, beaucoup plus qu'avant le confinement. Donc en fait, ça m'a appris, du moins le premier confinement et le deuxième dans une moindre mesure, à mieux m'organiser, à mieux gérer mon temps, à être plus efficace, à moins me disperser. Et du coup, en fait, je peux faire plein de choses dans la journée, et ce qui est quand même assez enrichissant, et je suis pas tout le temps fatigué. Ça peut paraître bizarre, mais quand je fais des journées de 18 heures, je ne suis pas très fatigué. Et ça, c'est enrichissant avec le confinement, c'est que tu peux faire plein de trucs vraiment pour toi. Donc toi, ça t'a appris quoi, Chloé? Florian et son emploi du temps de ministre. toujours 18 heures de travail. Waouh, moi je suis choquée après avec mes 2h30 de travail. C'est jusqu'à 15 heures, j'exagère un petit peu. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, en m'étant retrouvée toute seule, je me suis rendu compte que ma famille, je pense que je les ai fait un peu peur. Hein. Du coup, beaucoup m'ont appelé, alors que certains, parfois, des personnes de ma famille avec qui, on n'a pas forcément, on s'appelle, on prend des nouvelles, mais sans forcément s'appeler vraiment souvent, quoi. Et là, voire jamais. Et en fait, là, d'un coup, certaines personnes de ma famille m'ont appelé comme ça. J'étais comme, ouh là là, je pense que je fais un peu peur aux gens. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu n'es pas au bord du suicide? C'est vrai que c'est. Non, après, voilà, on en rigole, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour certaines personnes quand même. Et oui, finalement, en plus, ce côté où tu dis que certaines personnes se sont senties beaucoup plus fatiguées. Bon, il y a aussi le côté ou s'occuper, comme tu as dit, des cours des enfants, tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, pour des personnes, par exemple, qui étaient en chômage partiel, euh, si tu fais pas de télétravail, c'est un peu le système de cercle vicieux, c'est-à-dire plus tu fais rien, plus tu es fatigué en fait. Et du coup, dès que tu vas faire quelque chose, un tout petit truc, tu vas être hyper fatigué. Donc c'est vrai que du coup, c'est aussi peut-être ce ressenti-là. Puis après, n'oublions pas, ça c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte. Premier confinement, on allait vers l'été, les jours étaient beaucoup plus longs, on avait un temps magnifique, tout le monde s'en souvient, c'était incroyable. Finalement, là, ce deuxième confinement a été aussi très dur dans le sens où on avance vers l'hiver, les jours diminuent et donc il fait nuit à 17h. À 17h, on a l'impression que c'est déjà 20h en fait. Et puis on est tous, voilà, c'est un peu cette période où le moral est un peu à plat pour tout le monde et le froid arrive. C'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. C'est pas la même chose. Et je pense que ça joue aussi sur nous. Totalement, ça joue beaucoup. Et comme tu dis, si déjà de base, tu n'as pas un gros rythme de travail, pendant le confinement, ça va peut-être pas t'inciter à faire beaucoup de choses. Ou alors, le moindre effort que tu fais, ça va te fatiguer. Et ça, c'est assez frappant. Par exemple, ma sœur, alors, je critique pas du tout. Loin de là, chacun a son mode de vie et c'est très bien si elle est heureuse comme ça. C'est vrai qu'avec elle travaille dans la restauration et avec le chômage, le confinement, pardon, eh bien, elle travaille plus autant qu'elle pouvait. Du coup, en fait, elle est passée du tout d'un rythme très soutenu de travail où elle faisait énormément d'heures, c'était assez impressionnant, à un rythme où en fait, elle ne fait plus rien, entre guillemets, dans le sens où elle ne travaille plus. Et ça fait un choc même pour elle. Des moments, en fait, elle s'énerve de rien faire. Et c'est le contexte qui fait ça, et ça contribue à être fatiguée, à être plus anxieuse ou plus facilement contrariée aussi. Totalement, totalement.
Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour sur le sujet, Flo. Totalement. Là, donc, on va faire un grand écart, comme tu l'as dit en début d'émission. On va parler d'un film, encore une fois, mais ce n'est pas un film qui est passé à la télé. En fait, pour être tout à fait honnête, on tourne cette émission mercredi 23, alors qu'elle va être publiée dimanche, donc Mais aujourd'hui bon, pour après, vous. notre Et départ, du coup, aucun film intéressant cette semaine. Aucun. Vraiment. Qui nous intéressait. exactement, il y a pas vraiment de film qui nous a marqué là en ce début de semaine, donc voilà, il a fallu qu'on trouve un autre sujet. Et moi, j'avais envie de parler d'une grande polémique, enfin, d'un film qui fait beaucoup polémique. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un film qui est sorti début du mois, le 4 décembre, je crois, sur la plateforme de streaming Disney+. C'est le film live action de Mulan, de Niki Caro. C'est un film qui a fait beaucoup polémique dès le début de sa mise en place, de sa pré-production, on va dire. Pourquoi? Alors déjà, première polémique, c'est vrai que il a été annoncé que finalement le film serait très différent du dessin animé, donc le dessin animé qui date de 1998. Donc là, ça a fait beaucoup un choc, surtout pour le public occidental. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup adorent cette histoire de Mulan, le dessin animé, le film d'animation. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que le public chinois n'avait pas du tout aimé ce film d'animation, je parle, parce qu'il n'était pas du tout fidèle à la légende de Mulan, parce que Mulan, c'est quelqu'un qui aurait vraiment existé, mais il n'était pas du tout fidèle à sa légende. Et en plus de ça, le film, le scénario reflétait beaucoup plus la vision des Occidentaux sur la Chine, plutôt que vraiment donner le point de vue de la Chine, en fait, sur la légende de Mulan. Donc, ça a été vraiment pas du tout apprécié. Et Disney voulait se rattraper sur ce point-là. C'est tout à leur honneur, on est d'accord. Mais donc là, ça a pas été vraiment bien reçu par le public occidental. Mais bon, il faut quand même accepter que ça change et qu'on essaye d'aller vers quelque chose de plus fidèle. Tout allait bien à ce moment-là, c'était tout à fait légitime. Ensuite, il y a eu une autre polémique qui est intervenue il y a à peu près un an. Le film était déjà tourné, normalement. Et il y a eu les fameuses manifestations pro-démocratiques à Hong Kong, qui est, enfin, je pense que Florent, tu pourrais nous en parler, mais on n'a pas forcément le temps, mais ça a été de l'actualité forte à ce moment-là. Et le problème, c'est que l'actrice qui joue Mulan, euh, qui s'appelle alors Liu Yi Fei, je dois le prononcer super mal, pardon, excusez-moi. En fait, elle s'est prononcée en faveur des forces de police qui intervenaient plutôt violemment apparemment pendant ces manifestations. Donc là, ça a fait beaucoup polémique parce que, en plus dans ce contexte actuel aussi, encore en 2020, sur les violences policières, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, il y a eu un premier appel au boycott de ce film parce que pour le public, c'était inacceptable qu'elle soit en faveur des policiers. Ensuite, il y a eu une polémique, mais qui découle du confinement, c'est-à-dire que le film a été décidé de sortir directement sur la plateforme de streaming Disney+. Ça découle du confinement, ça découle de la situation. C'est vrai que c'est très compliqué par rapport au marché du cinéma. Les cinémas en souffrent beaucoup et c'est un film comme tous les live action qui sont sortis les dernières années, ils auraient pu vraiment, enfin, ce film aurait pu faire remonter euh, on va dire aider les salles de cinéma. Mais le problème c'est qu'on l'a bien vu, il devait sortir le 4 décembre. Le 4 décembre, les cinémas sont encore fermés. Donc bon, ça on va passer dessus, c'est pas très grave. Dernière polémique, le film est sorti. Et là, grosse polémique, il y a une scène en fait qui a été tournée dans le film dans la région du Xinjiang. Je dois le prononcer très mal encore une fois. Et en fait, pardon? Je crois que ça se prononce comme ça. D'accord. Et donc dans cette région, en fait, c'est une région où de nombreux Ouïghours sont internés dans des camps de concentration. Et donc en fait, ce qui a été vraiment mis en cause, c'est que le film, donc oui, l'équipe du film pour tourner une scène qui est apparemment plutôt courte dans le film, qui du coup aurait pu être tournée peut-être autre part ou être évincée du film. Finalement, du coup c'est pratiquement sûr que l'équipe du film, donc Disney, est passée par les camps de concentration pour aller sur le lieu de tournage.
Et donc, forcément, ils ont vu ce qui s'est passé. Florent, on va parler après des Ouïghours, mais du coup, c'est vraiment mis en cause. Et donc là, il y a vraiment un grand appel au boycott. Pourquoi? Parce que c'est inacceptable. Et il y a un article qui le disait très bien. Même si Disney essaye de gagner le public chinois, il s'est plié à tout pour tourner le film. Et finalement, l'article dit de France TV Info, il dit que Disney a choisi plutôt l'argent, on va dire, et non l'éthique, la morale, le moral, je sais pas comment on peut dire, la morale. Et donc voilà, et finalement, aujourd'hui, auprès du public où on est dans une époque où vraiment on est vraiment engagé, déjà très jeune, finalement, c'est très problématique. Absolument. Alors, en effet, il y a plein de polémiques autour de ce film. Je vais me concentrer essentiellement sur une qui est… Alors, ce n'est pas la plus marquante parce que même les manifestations à Hong Kong ont fait l'actualité en 2019, continuent à le faire en 2020 et ça, c'est toujours assez choquant. Même ces positions-là, c'est toujours assez choquant, mais bon, on n'est pas là pour en débattre. Je vais simplement faire un focus sur les Ouïghours, juste pour savoir de quoi on parle et de qui on parle surtout. Donc, les Ouïghours, pour vous présenter rapidement, c'est une ethnie que compose la Chine. Il y en a 56 en Chine et les Ouïghours en font partie. Donc, ils sont d'origine turque. Au départ, ils sont turcophones et ils sont de religion musulmane. En fait, ils sont arrivés en Chine il y a à peu près 1000 ans. Ils s'y sont installés. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une région autonome, mais qui appartient à la Chine. Et la Chine, de façon assez traditionnelle, sans pour autant être historien, aime bien avoir une mainmise sur toutes les régions, telles qu'Hong Kong, pareil. Il y a Taïwan également, Macao. Et cette région également du Xinjiang qui est dans le nord, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a 11 millions de personnes, hein, c'est important de le savoir. C'est important dans le sens où, quand on sait qu'il y a 1 million de Ouïghours qui sont dans les camps sur 11 millions, ça fait quand même un nombre assez choquant. Alors, comment dire, la séparation, la sorte de guerre qui s'est instaurée entre les Ouïghours et l'Empire de Chine date finalement de quelques dizaines d'années seulement, notamment après la Seconde Guerre mondiale. La République populaire de Chine a pratiqué une politique d'assimilation, à savoir doucement, on va venir vous voir les Ouïghours et on va vous convaincre de vraiment vous rattacher à nous. Problème, rien ne les liait entre les Ouïghours et les Chinois. Ils avaient leur culture, leur façon de penser, leur mode de vie qui était totalement différent de celle des Chinois. Et ça, la Chine, ça leur a pas du tout plu au temps de Mao Zedong, pas du tout plu. Et donc, il y a eu la révolution culturelle dans les années 60 qui a été assez violente dans le sens où les Chinois forçaient les Ouïghours à manger par exemple du porc parce que c'est comme ça la culture chinoise. Donc on les forçait à assimiler cette culture qu'ils ne voulaient pas avoir. Donc j'ai pas le bilan, mais bref, ça s'est assez mal passé. Les tensions se sont apaisées lorsque Mao Zedong est parti et toutes les tensions ont repris de plus belle dans les années 2000-2010 à cause de deux événements. Tout d'abord, l'attentat du 11 septembre 2001 qui a eu lieu aux États-Unis. Et là, la Chine a lancé une politique de lutte contre le djihadisme et le radicalisme musulman et dont la population ouïghour a été victime de façon indirecte. Et il y a eu également des attaques terroristes qui se sont perpétrées en Chine dans les années 2010. Par exemple, à Pékin en 2013, il y a eu un attentat à Pékin, sur la place de Tiananmen qui a tué 2 personnes, dans la gare de Kunming dans le sud du pays, qui a fait 143 blessés, 31 morts. Donc en fait, tout ça, ça a ravivé des tensions. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais c'était en 2014, donc c'était quand même il y a assez longtemps. Et en fait, ces attaques ont vraiment traumatisé la population chinoise et le dirigeant Xi Jinping a dit en ces termes, eh bien, il faut régler le problème ouïghour. Et donc, ils ont instauré ces camps de travail pour les Ouïghours et les forcer. Donc après, il y a plein de pratiques horribles que je ne vais pas mentionner parce que je les ai lues et elles ne sont pas agréables à entendre. Mais on a quand même des politiques très répressives pour un peu forcer les Ouïghours à se convertir, à devenir chinois et devenir chinois pur et dur parce que là, on les assimile plutôt à des Asiatiques de l'Orient. Voilà. Et après, du coup, par rapport à ça, il y a une question que je me pose et après avoir lu la polémique et après avoir vu un peu un focus sur les Ouïghours, c'est finalement, est-ce qu'on a envie de regarder le film? Alors moi, je vais commencer rapidement et je n'aurai pas beaucoup de commentaires parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire, mais moi, pour le moment, je ne suis pas prêt à le voir. C'est une forme aussi une façon de dire à Disney, non, vous avez une logique qui n'est pas la mienne.
favoriser l'argent. De mon côté, moi, je ne suis pas intéressé. D'autant que Mulan, je peux voir la version originale en dessin animé, version animée. C'est bon, j'ai mon histoire là. C'est juste du remake en plus. Donc, il y a peut-être quelques changements, mais l'histoire, globalement, est la même. Donc, si c'est pour avoir un truc en réel, non, c'est pas la peine. Alors, juste, je te corrige rapidement. Finalement, l'histoire est quand même très, très, très différente. Quand même. Pour être allé voir un peu les commentaires de certaines publications, beaucoup de personnes, justement, comme je disais, des personnes occidentales se révèlent très déçues. En même temps, après, ils ont voulu se rapprocher de la légende originale. C'est très compliqué. Ça reste quand même un autre débat. Moi, je suis très j'adore ces live action, j'adore Disney. Enfin, c'est voilà, à la base, c'est quelque chose dans lequel j'ai bercé et que j'adore encore aujourd'hui. Euh, et je trouvais que ces live action, bon, même s'il y a quand même cette dimension de faire de l'argent derrière, je suis tout à fait d'accord. Je trouvais que pour certains, c'était vraiment super d'avoir une version en live action. Là, aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu le film et je ne pense pas voir le film tout de suite, voire jamais. C'est vrai que voilà, il y a ce côté où finalement, en fait, il y a eu tellement de polémiques. Quand il y a eu la première polémique par rapport à l'histoire, j'étais prête à le regarder. Justement, j'étais curieuse. Montrez-nous quelque chose de différent. Il n'y a pas de souci. Après, voilà. On a parlé des propos de l'actrice, on a parlé de cette polémique par rapport aux Ouïghours. Là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et en fait, il y a une certaine amertume de mon côté en mode, bah, en fait, ça m'a dégoûté. En fait, j'ai même plus envie de voir le film. Donc, franchement, voilà, actuellement, c'est mon avis. Après, si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Mais voilà, il y a ce côté où, voilà, pour l'instant, nous, on est contre ce film. Enfin, on va terminer l'émission très rapidement sur quelque chose de positif. Hein. On va parler de positif un petit peu, en espérant que ça vous plaise. Le chanteur Ed Sheeran a sorti une chanson il y a quelques jours de ça. Ed Sheeran, Tu personnellement, parles d'amour dans j'adore. ta Et là, musique encore? oui, plein d'amour. Bien, Alors, c'est une bien. chanson qu'il a sorti, voilà, il a appelé ça comme un cadeau de Noël, en fait, finalement, après cette année si compliquée. Et c'est une chanson qui n'amènera pas apparemment un nouvel album, sachant qu'il y a quelques mois, Ed Sheeran a annoncé qu'il prenait une petite pause dans sa carrière de chanteur, notamment parce qu'il s'est marié et il a eu un enfant, donc voilà, il faudrait se concentrer à ça. Mais voilà, du coup, il avait apparemment, d'après ce qu'il a dit, cette chanson, il l'a écrite l'année dernière et il voulait nous la partager en cette fin d'année. Cette chanson s'appelle Afterglow. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Fiflo? Alors, on va pas mentir à ceux qui nous regardent. Tu me l'as dit il y a une demi-heure. Et si tu me racontes bien, parce que j'ai pas, j'ai une mémoire de merde. Mais c'est en rapport avec la lueur du jour. Mais après, je suis plus sûr. Ok, bon, c'est un gros fail, Florian. Il ne m'écoute jamais. Il ne retient rien. C'est juste sur les Donc, Ouïghours, Afterglow, moi. Mais je t'ai écouté, je t'ai écouté. Afterglow, en fait, en anglais, c'est les dernières lueurs du soleil quand il se couche. J'allais le dire. Donc, voilà. Et donc, apparemment, j'ai lu que dans un sens plus figuré, Afterglow veut aussi dire le bien-être, le confort. Et il parle d'amour. Donc, finalement, les deux peuvent bien coller. Après, je vous laisse aller voir les paroles de la chanson, mais voilà, et aller l'écouter parce que franchement, elle est belle. Après, il a changé. Il est un peu comme s'il y avait un peu de l'autotune. Je sais pas du tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça. Donc, je suis un peu. Ouais, mais après, sinon, j'aime bien. C'est une petite dose de douceur de Shannon qu'on vous conseille. Moi, je l'ai écouté aussi et je l'aime beaucoup. Mais de Ed Sheeran, ça m'étonne pas non plus. J'aime beaucoup de ses musiques, donc c'est pas une surprise que j'aime encore celle-ci. C'est un peu le coup de cœur de fin d'année de Exactement. Shannon et d'Instinct d'écrivain. Et ça clôture ce numéro d'entre nous et plus généralement cette année de 2020 parce que, alors, bien sûr, si vous regardez la vidéo le 30 mars, vous ne comprendrez rien à ce qu'on va dire maintenant, mais là, on va prendre une pause avec Shannon d'une semaine. Je pense qu'on le mérite. Et on va vous proposer une semaine de best-of de cette année 2020. On va quand même travailler le contenu, il ne faut pas croire. On va vous proposer un contenu inédit, mais qui reprend ce qu'on a vu en 2020. Ce qui nous a marqué en 2020, parce que c'était quand même une année particulière. Et voilà, on voulait proposer une semaine avec du contenu sans vous laisser comme ça. Mais on vous retrouve le 4 janvier, du 4 janvier avec Shannon pour vos rubriques habituelles, vos rendez-vous habituels comme vous connaissez. Et entre nous qui revient toutes les quinzaines à partir du
10. Donc le 10 janvier, après c'est le 24. Je crois que c'est ça, 10, 24, etc. Ce sera tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, il y aura une émission. On réduit un peu le rythme parce que voilà, après c'est vrai que là c'était plutôt facile à tenir parce que on était en confinement, parce que voilà. Là on aimerait prendre un petit peu plus de temps aussi pour nous et puis on a beaucoup de travail. Florian va reprendre les cours en doctorat, donc c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on essaye de garder toujours autant de contenu, mais un rythme un peu moindre. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Noël est déjà passé à l'heure où cette vidéo sera publiée, donc joyeux Noël un petit peu en retard. Et joyeuses fêtes pour le reste, parce qu'il y a le nouvel an qui arrive. Profitez bien et prenez soin de vous et faites attention aussi à vos proches. On le dit jamais assez et ça a beaucoup de sens en ce moment. Et on se retrouve l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut chez nous. Salut.